Alors, quand un besoin fondamental reste insatisfait, quand ça bloque, hein, c'est ce qu'on dit généralement, ça avance pas, eh bien, on se trouve fort démuni, et on se trouve fort démuni parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas forcément bien intégré, et c'est ce sur quoi je voudrais revenir. Voilà. On est en général sur des limitations qui sont des limitations de type limite existentielle, qui nous dépassent complètement, hein. C'est vrai qu'en général, quand on lit les différentes approches de développement personnel et pas uniquement MEOS, le principe qui ressort tout de suite et qui est assez séduisant finalement, c'est si je travaille suffisamment sur moi, si je m'aligne, si je guéris mes blessures, si je nourris mes besoins correctement, euh, ça c'est ça c'est MEOS qui le dit, alors la vie me donnera ce dont j'ai besoin. Et cette idée, donc, elle est vraie, hein, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit, hein, je l'ai souvent défendu. J'ai dit que la première des choses à faire, c'était identifier ses besoins fondamentaux en tant que traduction des polarités de l'âme, et qu'il fallait donc concourir à les harmoniser. Et pour les harmoniser, ces polarités de l'âme, qui est le flux naturel de son évolution, il faut, pour un humain, satisfaire sainement ses besoins. Oui, sauf que dans le processus, dans l'équation de satisfaction des besoins, ça n'est pas toujours aussi simple. Ça n'est pas. On a dit aussi très souvent que dans cette équation, il y avait des aspects, on a parlé d'aspects polarisation, magnétisation. J'attire ce que je polarise. Voilà. Alors, si on développe un peu, donc l'idée selon laquelle si je bosse, si je fais ce qu'il faut, je vais attirer à moi, elle n'est pas forcément, elle n'est pas uniquement vraie ainsi, hein. C'est pour ça que toutes ces histoires de bullshit sur le commerce, de business, sur la loi d'attraction, sur tableau de visualisation, compagnie et tout, oui, tout ça, il y a toujours un bout de vrai dedans. Mais il n'y a personne qui vous donne une lecture globale de l'équation, une vision globale. En tout cas, moi, avant de faire mes hausses, j'ai jamais trouvé qui que ce soit qui ait suffisamment d'exigence, on va dire, intellectuelle pour aborder la problématique dans sa globalité. Donc, si on veut raisonner là sur l'aspect attraction, qu'est-ce qu'on met dans l'attraction? Dans l'équation, il y a plusieurs choses. Et je l'ai déjà dit, c'est une équation complexe. Donc, euh, on a dit il y a la polarité, et la polarité, c'est ce que l'on dégage, et il est évident qu'on a une certaine responsabilité là-dessus, particulièrement pour nos besoins d'union. La problématique se pose souvent qu'on n'arrive pas à attirer à soi la personne, le travail, les amis, la personne qui va bien pour un deal, ou le plus souvent, on n'arrive pas à attirer à soi la partenaire de vie, on n'arrive pas à attirer à soi l'âme sœur, on n'arrive pas à attirer à soi l'amour, et c'est quand même souvent une problématique qui est abordée. Donc si je reste sur cette problématique d'attirance, de loi d'attraction par rapport à nos besoins d'union, nos besoins d'amour, nos besoins de reconnaissance, de lien, de contribution, de sécurité émotionnelle, de connexion émotionnelle. Alors voilà, ces besoins-là, forcément, vont créer une réelle orientation intérieure. Le fait d'avoir ce besoin, le fait d'avoir les intentions de nourrir ces besoins, fût sainement parce qu'on aura identifié clairement le besoin, fait qu'on aura une intention qui sera correctement polarisée. Ça, c'est une chose. Mais c'est déjà tout un travail, parce qu'on l'a dit à maintes reprises, on est souvent dans la confusion sur les besoins, on reste dans la compensation, et puis donc on a quelque chose qui n'est pas aligné. Donc déjà, première des choses, oui, on ne revient pas sur ce que j'ai pu déjà dire souvent, le besoin, il faut l'identifier clairement et il faut essayer de poser une intention pour le nourrir sainement. Ça, c'est déjà une vraie orientation énergétique dans l'équation. Mais la manifestation du besoin, elle ne va pas dépendre uniquement que de notre état intérieur. Elle ne va pas dépendre uniquement de je polarise ceci, donc je vais attirer cela. C'est un postulat qui est réducteur, hein, car il est trop souvent ignoré finalement l'environnement dans lequel tout ça se passe. D'accord? On n'évolue pas dans un environnement où il n'y a que nous et l'objet qui est souhaité, le cas échéant. On est dans un environnement beaucoup plus large. Et la magnétisation, finalement, elle dépend aussi d'un vecteur annexe ou d'une cause externe, d'une cause exogène, hein. Et donc, si on voulait être plus juste, on pourrait dire que la polarisation plus ce vecteur ou cette cause externe,
c'est ce qui va concourir à la magnétisation. Voilà. Donc, nous demander, la première des choses, c'est évidemment toujours de nous demander pourquoi l'objet de nos besoins n'est pas là. Ben, c'est en premier lieu, évidemment, d'abord interroger notre polarisation et tous les éléments conscients relatifs à cette polarisation, c'est-à-dire euh, en ce en quoi elle est représentée par notre état de conscience, notre capacité à aimer, notre alignement par rapport à ce besoin identifié, les ressources qu'on a disponibles pour faire en sorte d'accompagner ce mouvement, pour aller vers des situations qui correspondent le plus possible à ce besoin souhaité. Par contre, le vecteur externe ou la cause exogène qui peut interagir avec cette dynamique, eh ben, ça représente ce qui dépend pas vraiment de nous. C'est-à-dire, on peut avoir les rencontres, elles dépendent pas forcément de nous. Et tu mets un aimant, tu mets un gros aimant, la petite limaille de fer, si l'aimant il peut être très très puissant, mais s'il n'y a pas la bonne distance, tu vas jamais rencontrer et jamais attirer à toi la limaille de fer. Il y a les circonstances, hein, tu mets l'aimant, mais il y a une veste, il y a un bout de tissu entre l'aimant et la limaille de fer. Jamais tu ne vas l'attirer. Hein. Cette limaille de fer, peut-être qu'aussi elle peut être prisonnière d'un autre aimant à l'autre bout. Tu ne vas pas réussir à la faire décoller de cet autre aimant pour l'attirer à toi. Tout ça, c'est des éléments extérieurs. Donc il y a un contexte collectif aussi, avec des énergies collectives, avec l'environnement. Un environnement peut-être, je ne sais pas, de type énergétique, de type chimique, de type tous les éléments de type matière, de type physique, matière énergie dense, qui fait que tu ne peux pas forcément, avec ton seul champ magnétique, ta seule polarisation, attirer la limaille qui éventuellement serait à bonne distance de toi, à supposer qu'elle le soit. Et si elle ne l'est pas, ça suppose, c'est la cause précédente, on a regardé, est-ce qu'on met tout en œuvre pour être aligné, pour éventuellement se mettre à distance éventuelle, potentielle, d'endroits où il y ait des petites limailles à attirer. Voilà. Donc ça, c'est tous les éléments externes, mais il y a en plus des éléments énergétiques, des paramètres externes, des causes exogènes qui sont insondables. Ce sont des autres formes d'énergie, appelons ça des formes d'énergie astrale, des causes annexes, qui peuvent éventuellement faire barrage à ou en tout cas interférence ou parasitage quant à l'attraction possible avec notre seule polarisation, fût-elle très alignée. Et c'est assez basique quand tu raisonnes. C'est pour ça que Méo, c'est une démarche globale, que c'est pas juste une méthode, que c'est une cosmogonie avec une vision métaphysique, avec une ontologie qui en découle, et ce qui te permet d'avoir une connaissance d'un peu de ton environnement tel qu'il va être structuré, et que tu peux très bien comprendre qu'effectivement, à l'instar de l'exemple que je viens de prendre avec cet aimant et la limaille de fer, ben oui, t'es pas tout seul, tu peux pas raisonner comme ça. Donc voilà, une personne peut avoir fait un immense travail sur elle, être prête à aimer, être ouverte, être sincère, avoir une vision très claire de ses besoins, de la personne qui lui correspond, de l'engagement que ça nécessite de sa part, etc. Et pourtant, elle peut ne pas rencontrer la personne. Elle peut rester dans l'attente. Elle peut ne pas rencontrer un travail, elle ne peut ne pas rencontrer le partenaire qui pourrait lui permettre de développer son activité. Un artiste pourrait ne pas rencontrer son public parce qu'à un moment donné, il va y avoir quelque chose qui fait qu'il y a toujours quelque chose entre lui et ce public d'énergétique, de pas sondable. Tu comprends pas pourquoi ça marche pas. Alors les spiritualistes diront toujours c'est parce que tu as autre chose à apprendre. Oui, c'est aussi, ça rentre aussi en ligne de compte le cas échéant. Mais voilà, moi je ne veux, mon rôle en tant que facilitateur est justement en termes d'intégrité intellectuelle par rapport à une démarche globale consciente d'éveil, j'ai cette mission dont je me suis auto-saisi de remettre en perspective tous les éléments. C'est pour ça que c'est compliqué, c'est pour ça que c'est lent, c'est pour ça que celui qui te promet la réussite, le succès, l'abondance et tout, c'est un idiot. Voilà, c'est un idiot. L'abondance, oui, elle existe intrinsèquement. Oui, 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 3 fois, 100 000 fois oui. Mais elle n'est pas forcément accessible à tous. Voilà. Hein. Donc, et c'est là où intervient ce que moi je vais appeler le phénomène de foi consciente.
C'est-à-dire, c'est pas une foi aveugle, c'est pas oui, je crois l'univers, l'abondance, justement, le machin. Non, 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 la loi d'attraction, si je fais, je suis aligné. Non, non. Si je suis dans une foi consciente, je suis conscient de tous les mécanismes à l'œuvre dans mon écosystème. Voilà. Donc là, c'est pas, je vais pas croire aveuglément que tout va arriver parce que je le mérite. Hein. Je le mériterai au sens que j'ai engagé énormément d'efforts. Oui, effectivement, j'ai engagé énormément d'efforts et ça mériterait au conditionnel. Mais c'est une illusion de maîtrise. La foi consciente, c'est plutôt avoir une connaissance éclairée de l'écosystème global, toujours cette prépondérance de la connaissance dans l'éveil. Et donc, tu as la capacité, le cas échéant, de reconnaître plusieurs vérités en même temps. Un, tu es responsable de ce que tu polarises, c'est certain. Si tu agis sur toi, que tu crées des conditions favorables, tu agis sur toi en ayant la parfaite connaissance de ce qu'il te faut, de ce qui te convient par rapport à ton parcours, de ce qui est sain, de ce qui est compensateur, de jusque là où, de quelles sont tes limites, quelles sont tes croyances, là où tu as une marge d'éveil, une marge de progression, là où tu es capable de créer des conditions favorables, là où tu es capable de rester dans l'alignement avec ton niveau de conscience, tu es responsable de tout ça. Et c'est énorme, parce que s'il n'y a pas ça, déjà, c'est pas la peine. Tu ne te mettras pas en condition de polariser quand bien même il n'y aurait pas d'interférence. Mais deux, tu prends acte aussi que tu n'es pas le seul auteur dans l'expérience. Globalement, il y a une part de réalité qui va appartenir à ce qu'on peut appeler au mystère, à l'insondable, aux autres circonstances, également à des conditions environnementales dont certaines que tu peux apprécier, que tu peux évaluer, d'autres pas. Voilà. Et donc, quand le besoin il n'est pas satisfait, il y a donc trois solutions, a priori. Il y a il n'est pas satisfait, je fais en sorte de le nourrir. Lorsque la réalité, naturellement, va me mettre à portée de main des ressources pour pouvoir le faire, soit je le compense, c'est ce qu'on fait tous dans une démarche plus égotique, parce qu'on a besoin à un moment donné de sécurité, on a besoin à un moment donné d'apaisement, on a besoin de ça, c'est inhérent à la condition humaine, et donc même si à terme, l'apaisement, lorsqu'il est, ces systèmes de compensation à terme peuvent être délétères et nous éloigner, même à la limite encore plus, en nous sclérosant dans la compensation, nous éloigner encore davantage du besoin véritable, voire peuvent altérer l'expérience, hein, parce que si tu es dans la compensation de type substance addictive, quelle qu'elle soit, à terme, tu peux en plus altérer l'expérience. Donc ça, on en est conscient, mais ça existe. La troisième possibilité, dès lors que tu te fais un peu de travail sur toi, c'est la régulation, c'est la démarche consciente, c'est-à-dire que tu vas essayer de créer un équilibre temporaire dans l'attente sans t'abîmer. C'est-à-dire que tu vas essayer de trouver des compensations saines. C'est-à-dire que tout ce qui est de l'ordre de l'affectif, puisqu'on était sur le besoin d'union, tu vas essayer, qu'est-ce qui va te générer de l'ocytocine, qui va te faire du bien, qui va t'apaiser. C'est peut-être pas un chéri ou une chérie qui va te prendre dans ses bras et t'embrasser, mais c'est peut-être trouver des amitiés, trouver de la beauté dans la nature, trouver de la beauté dans une activité, trouver de la beauté dans du divertissement, trouver de la chaleur par rapport à des animaux, par rapport à la nature, par rapport à des amis, par rapport à de la famille, par rapport à des enfants. Il y a quand même beaucoup d'autres sources, même si on est conscient qu'elles ne remplacent pas, le cas échéant, le besoin affectif qui est de l'ordre amoureux. Voilà. Mais à ça, il faut ajouter une quatrième réalité par rapport à un besoin, c'est acter que le besoin, pour le moment, il semble privé d'objet. C'est-à-dire dans ce sens où tu es privé de solutions apparentes pour pouvoir alimenter ce besoin. Donc le besoin, il est légitime, il a été travaillé, mais l'objet qui en permet sa satisfaction, apparemment, il n'est pas accessible depuis un certain temps. Tu peux faire ce que, objectivement, il y en a qui font 10 fois moins que toi et qui attirent quelque chose à eux, qui semble apparemment, alors il faut creuser aussi, hein, pas que sembler, mais que les autres déclarent être satisfaits, heureux, ils ont acquis, ils ont un partenaire de vie, ils ont un partenaire de jeu, ils ont un travail qui leur convient, ils ont un environnement amical, et voilà des trucs. Et ils ont pas l'air d'avoir galéré autant que toi. Bon, ils avaient un environnement différent avec des éléments exogènes, insondables, qui étaient sans doute différents. Voilà. Donc, la maturité spirituelle, c'est pas de croire que tout dépend de toi exclusivement. Hein, genre, je polarise, j'ai trouvé le besoin, hop, je le polarise, je vais magnétiser, ça marche. C'est pas non plus de sombrer dans l'impuissance ou la fatalité.
en disant, bah non, il y a une cause exogène, alors c'est l'astral, c'est le bas astral, ou c'est on m'a jeté un sort, ou c'est pire, où il y a des fantômes, où il y a je ne sais quoi, des énergies de défunts qui me retiennent, des trucs familiaux. Non, non, c'est pas de fatalité, même si les phénomènes peuvent exister. Tu fais tout ce qui dépend de toi, tout en acceptant humblement que tout ne dépend pas que de toi. Voilà. Parce que l'éveil va jamais supprimer le besoin, simplement, il apprend à les regarder différemment. C'est ça qui doit t'apporter aussi l'éveil. Dans un premier temps, identifier les besoins, mais ensuite te rendre compte que ça va pas forcément être simple, tu vois. C'est-à-dire, tu vois comment tu sors de la prison, et tu vois qu'il y a un labyrinthe, mais tu vois que dans le labyrinthe, en absence de plan, ça va pas être simple. Mais tu vas quand même pas attendre et dire, bon, il y a une chance pour que je trouve jamais la sortie du labyrinthe. Non, si tu crèves de faim, tu rentres dans le labyrinthe et tu y vas. Voilà. Donc c'est accepter que peut-être on est des êtres de désir, de relations, de dépendance mutuelle et que parfois la vie va pas te fournir ce dont tu as vraiment besoin. En tout cas, elle va te sembler ne pas contribuer, ne pas aller dans le sens, ne pas t'aider pour aller dans le sens de la satisfaction de ses besoins. Et voilà, c'est pas une faiblesse, c'est peut-être une forme plus profonde de lucidité. Rester lucide, conscient, éclairé sur ce que peut être la réalité d'un incarné. Voilà. C'est pour ça que MEOS, je rappelle, méthode holistique d'éveil par l'observation de soi, MEOS introduit une limite par rapport aux autres théories sur la responsabilité personnelle totale. Voilà, ça ne suffit pas, mais sans tomber dans le fatalisme. Hein. Et c'est là où il y a forcément peut-être il y a une pièce qui est vachement importante dans le modèle MEOS, c'est que comme tu as tous les éléments de compréhension, c'est que ça permet de te parler de ce ressenti d'injustice existentielle. Hein, je suis maudit, par exemple, de la souffrance que ça implique, et d'aborder le phénomène de foi sans culpabiliser celui qui souffre, sans dire c'est que tu fais pas tout ce qu'il faut, puisqu'on t'a dit tellement que quand tu fais ce qu'il faut, c'est mécanique, tu vas attirer ce qu'il faut. Là, ça te permet non, attention, il y a un facteur externe caché. Vous savez, c'est cette fameuse variable des physiciens. Quand les physiciens ils trouvent pas quelque chose, ils ont du mal, alors ils trouvent une constante. Et puis voilà, ils ont réglé le problème. Bon, c'est pareil, ayons une démarche de physicien, dire voilà, je ne sais pas pourquoi, je vais trouver une constante qui explique que pour l'instant, je n'accède pas à ce que je veux. Voilà. C'est une forme d'acceptation, c'est peut-être une justification spirituelle en termes d'évolution par rapport au phénomène de blocage éprouvé, et non plus comme des erreurs à corriger ou des punitions karmiques ou je ne sais quoi, ou des malédictions. Voilà, ça devient plus un espace des expériences qui sont susceptibles quand même d'être des espaces de transformation intérieure, c'est-à-dire qu'il y a une acceptation à avoir par rapport à quelque chose qui ne veut pas, quelque chose qui bloque. Maintenant, j'en finirai là-dessus, attention, cette acceptation-là n'est pas une acceptation de foi dévote. C'est pas j'accepte ce qui me manque parce que c'est nécessaire à mon évolution, parce que c'est mon karma, parce qu'il y a un blocage et moi j'ai tout fait bien, mais non, c'est pas forcément ça. C'est plutôt j'accepte que cette réalité-là, elle existe, même si je ne l'ai pas choisie, mais pour pas ajouter de la souffrance à celle de la lutte intérieure liée à la souffrance première, qui est la nourriture du besoin, tu vois. Et paradoxalement, c'est cette acceptation-là du phénomène externe qui parfois va te redonner l'énergie pour continuer à vivre, à créer, à aimer et pourquoi pas à rencontrer. Et c'est ainsi que le vecteur externe ou la cause externe, elle va participer à la magnétisation, mais comme tout, il ne faut pas oublier une chose, comme tout phénomène, les lois universelles, si tu as la foi, tu ne perds pas de vue le cadre. Les lois universelles devraient te laisser penser, devraient te laisser te rappeler que, comme tout phénomène manifesté est en mouvement, comme tout bouge, comme aucun contexte n'est figé, même la cause extérieure qui est défavorable, demain peut devenir une opportunité favorable. Même la cause exogène, demain peut changer. Même la cause exogène, demain peut bouger. Voilà. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est là où ça rejoint la notion de foi consciente. C'est que tu es conscient de tout. Tu es conscient qu'il y a une cause exogène, mais tu es conscient qu'elle peut bouger. Elle n'est pas immuable. Il n'y a pas de fatalité. Il n'y a jamais de fatalité. Même si quand toi tu le vis, que ça fait 15 ans que tu es tout seul, ou que ça fait 15 ans que tu es au chômage, ou que ça fait 15 ans que tu n'as plus de famille, oui, t'en chies.
Simplement, la foi, à un moment donné, elle suffit plus. Hein. Le côté, bah, t'es responsable, t'attires pas ce qu'il faut. Là, tu vas dans le décor. Le seul moyen pour toi de t'en sortir et de rester lucide, c'est de dire voilà, bon, il y a un truc qui bloque. Là, manifestement, moi, j'ai fait à peu près le tour. Ça doit être exogène, ça doit être autre chose. Je vais avoir de la distance et je vais mettre la distance qui convient. Je vais accepter que c'est comme ça pour le moment. Je vais rester surtout focus sur mon alignement parce qu'il n'est pas important un simple coup de vent, une cause, un coup de vent énergétique. Et cette cause, elle peut changer, elle peut devenir favorable. Et voilà. Et donc, c'est avoir confiance dans le mouvement et même dans le mouvement d'une même réalité finalement. Et c'est dire, je maîtrise pas toutes les causes qui concourent à mon expérience, mais je sais que l'équation, elle reste ouverte. Et donc, on n'a plus polarisation plus vecteur exogène, vecteur externe égale magnétisation. On a plus exactement, et là on est dans une formule, je pense, qui est beaucoup plus réelle, qui est de dire polarisation de l'être plus vecteur externe égale champ des possibles. Voilà. Et ça c'est immuable. Quand tu raisonnes comme ça, oui, parce que là, la foi, elle ne va pas te garantir une matérialisation, elle maintient l'ouverture du champ, oui. Elle renvoie aussi aux lois universelles, selon lesquelles notamment, comme je l'ai dit, l'impermanence interdit logiquement de conclure à ce que c'est foutu définitivement. C'est pas possible. Ouais, tu as le droit de le dire les soirs de blues, mais si tu reprends la main, non, tu ne peux pas rester là-dedans. Donc c'est pas une promesse que le besoin sera satisfait, c'est la reconnaissance que l'équation elle est jamais complètement fermée. La vie continue d'évoluer tout le temps. L'acceptation quelque part de la situation, ça concerne le présent, et ta foi finalement, elle concerne l'ouverture du futur, un futur qui bougera tout le temps et qui ne peut qu'évoluer dans le contexte d'un écosystème d'être humain tel que tu le vis et tel que qui correspond à ce que tu es, à ta structure. Voilà. Donc il y a une manière de pas lutter contre ce qui est, c'est l'acceptation, et l'autre manière de pas s'enfermer et de pas devenir fataliste, de pas rester obnubilé par quelque chose qui devrait arriver fatalement. Voilà. Et les deux sont nécessaires pour travailler cette période où le besoin fondamental il reste en attente, oui, et où c'est souffrant, forcément. Bon ben voilà, il me semblait quand même vachement intéressant de repréciser ces choses parce que souvent on reste dans quelque chose de basique, surtout par rapport aux besoins, parce que c'est tellement important, il y a tellement de gens qui ne les identifient pas. Et voilà, si on va quand même un peu plus loin, et c'est quand même le but de Méhéos avec cette approche qui est vraiment globale, fondamentale, détaillée et profonde, c'est de prendre en compte tous les éléments, ce que je voulais faire par la présente vidéo. Et si vous avez des questions, bon, comme d'habitude, hein, vous n'hésitez pas.